André Bamberski. Cet homme a d'abord été victime avant d'avoir à son tour affaire à la justice. Il n'a exercé ni la vengeance ni la justice. Il a permis à la justice de faire son travail. Frappé par la mort de sa fille Kalinka, André Bamberski a dû subir l'inertie de la police et les errements de la justice. Mais il n'a jamais renoncé. Au bout de 27 ans, il a décidé d'agir. Si j'ai fait tout ce que j'ai fait pendant aussi longtemps, c'est parce que j'ai voulu que justice soit faite pour Kalinka. Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de cette affaire et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme. France Inter. La loi interdit bien sûr de se faire justice, mais humainement, qui reprocherait à un père qui tient pour responsable un homme de la mort de sa fille et qui est impuni de l'avoir enlevé pour qu'il soit jugé? Il s'agit d'André Bamberski. Son procès s'est ouvert aujourd'hui à Mulhouse. « 18 octobre 2009. Il est 4 heures du matin quand les policiers de la BAC de Mulhouse reçoivent un étrange appel radio. Un homme bâillonné gît pieds et poings liés dans une rue de la ville. Il était vraiment tuméfié, il avait un œil vraiment fermé, du sang et presque en hypothermie, on voyait qu'il avait froid. Les premières questions qu'il n'a cessé de répéter, au moins 3 ou 4 fois, je me souviens. Où suis-je? Où suis-je? Suis-je en France? Avec un accent très germanique. Et quand je lui ai dit, effectivement, vous êtes en France, vous êtes à Mulhouse, proche de la frontière, là, il s'est un petit peu crispé. Qui est cet homme et pourquoi se retrouve-t-il ligoté dans une rue de Mulhouse en pleine nuit? Pour le comprendre, il faut remonter 27 ans plus tôt. Tout commence en Allemagne, à Lindau, une petite ville de Bavière. Ce matin-là, le docteur Dieter Krombach ne parvient pas à réveiller sa belle-fille. Il tente de la ranimer, lui fait 1, 2 injections, en vain. Kalinka est morte, elle avait 14 ans. Quelques heures plus tard, le père de Kalinka est prévenu. Il vit à plus de 1000 km des lieux du drame, près de Toulouse. Là, la vie a entièrement basculé et, bon, si vous voulez, pendant plusieurs jours et même pendant plusieurs semaines, j'avais complètement, si vous voulez, perdu la notion de la réalité des choses. André Bamberski est anéanti. Mais très vite, un autre sentiment s'éveille, le doute. De quoi sa fille, en parfaite santé, a-t-elle pu mourir? À Lindau, l'enquête ne débute que 2 jours plus tard. Le docteur Krombach a oublié d'alerter les autorités. Résultat, l'autopsie de l'adolescente a lieu plus de 48 heures après son décès. À cette époque-là, il faisait assez chaud et le cadavre n'avait pas été conservé au frais. Et donc la décomposition avait malheureusement déjà commencé. Malgré l'état du corps, les légistes allemands constatent des anomalies, comme ces traces de piqûres faites par le docteur Krombach pour soi-disant ranimer Kalinka dans la matinée. Selon eux, la jeune fille serait morte entre 3 et 4 heures du matin. C'est grotesque de vouloir réanimer un corps qui est déjà mort depuis plusieurs heures. Ça paraît étrange. Étrange aussi, cette cicatrice sur le bras droit de l'adolescente, la marque d'une injection de fer que Dieter Krombach dit avoir faite à Kalinka la veille de sa mort, pour l'aider à bronzer plus vite.
Cette injection de fer a été faite pour brunir la peau. Mais si lors d'une injection de fer, la peau brunit, c'est que le patient est très malade et qu'il y a un grand problème hépatique. Pour les médecins allemands, Kalinka s'est peut-être asphyxié en régurgitant, un phénomène qu'ils n'expliquent pas. Une certitude cependant, la mort de la jeune fille n'est pas criminelle. Quand André Bamberski récupère l'expertise, il bondit. Les légistes ont constaté une déchirure au niveau du sexe de sa fille. Ils n'ont pas dit à quoi cette déchirure pouvait correspondre. Il n'était pas mentionné s'il y avait eu un rapport sexuel ou pas avant le décès. Et il n'y avait pas eu de frottis vaginal pratiqué pour vérifier ces points-là. Pour André Bamberski, c'est clair. Sa fille a été violée et assassinée par son beau-père, le docteur Krombach. Pourtant, dès le 17 août, la justice allemande décide de classer le dossier. Pas question d'en rester là pour le père de Kalinka, qui demande une contre-expertise. Au lieu d'être conservées, les parties génitales ont été remises dans le corps de l'adolescente et enterrées. Impossible donc de déterminer s'il y a eu viol. Cette fois, la justice allemande décide d'interroger le docteur Krombach. C'est une chose qui ne se serait jamais passée en France. Le commissaire Gebacht pose par téléphone 5 questions que le docteur Krombach note chez lui et auxquelles il répond par écrit. Dieter Krombach donne une nouvelle version quant à l'injection qu'il a faite à sa belle-fille. Alors qu'initialement, il a toujours dit et maintenu qu'il avait fait les piqûres à Kalinka pour la faire bronzer, tout d'un coup, en mai 83, c'est-à-dire 1 an après la mort, il a dit non, je n'ai pas fait ces injections pour que Kalinka bronze, je les ai faites parce que Kalinka était anémique, ce qui était tout à fait faux. Malgré ces incohérences, malgré ces incertitudes sur les causes de la mort, la justice allemande classe de nouveau l'affaire. Le procureur a pris la décision, même sans attendre, si vous voulez, nos propres arguments, de classer à nouveau les enquêtes. Donc, je me suis retrouvé à nouveau, si vous voulez, devant le néant. Le père de Kalinka n'a pas dit son dernier mot. Il se rend à Lindau et distribue un tract dans lequel il accuse le docteur Krombach de meurtre. Une provocation qui ne passe pas inaperçue. Mon père m'a appelé à la maison, il a dit va en ville et regarde si c'est vrai que Bamberski distribue des papiers. Alors je suis allée en ville et je l'ai vu moi-même et on était à la police et on a montré à la police les papiers qu'il a distribués dans votre ville, un meurtrier. Et donc j'ai été mis en garde à vue, le docteur Krombach a porté plainte pour diffamation, le procureur m'a aussi poursuivi pour trouble à l'ordre public, injure à la magistrature et au bout de quelques heures, dans la nuit, j'ai pu repartir en France. La justice allemande refuse de l'entendre. Alors, le père de Kalinka change de stratégie. C'est depuis Toulouse qu'il repart en croisade. J'ai envoyé par la poste ce tract à tous les députés de Bavière. Et certains de ces députés ont été motivés par ce que j'écrivais, et c'est comme ça que le ministre de la Justice de Bavière a ordonné de nouvelles enquêtes. De nouvelles enquêtes, mais surtout une nouvelle expertise accablante pour le docteur Krombach. Elle permet d'établir avec certitude que Kalinka est morte bien avant minuit. Le fait qu'ils aient relevé cette nouveauté médicale fait ressortir que le docteur Krombach a menti sur l'emploi du temps du vendredi soir dans la nuit et surtout qu'il a menti sur l'emploi du temps du matin. Plus de 3 ans après le drame,
Une information pour homicide par imprudence est ouverte en Bavière. Reste à savoir si Dieter Krombacher a tué Kalinka par accident ou s'il l'a violée et assassinée. En parallèle de l'enquête allemande, des investigations sont menées en France. André Bamberski a également saisi la justice de son pays. Un magistrat est désigné, c'est lui qui en 1985 fait exhumer le corps de Kalinka. Une opération qui révèle bien des surprises. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Le corps est vide. Il n'y a plus de cerveau. Il restait peut-être au niveau pulmonaire quelques traces de poumons, mais au niveau génital, il n'y avait plus rien. Tout était parti. Tout avait été vraisemblablement prélevé lors de la première autopsie. Donc on était dans l'impasse. À Munich, la justice prononce finalement un non-lieu en faveur du docteur Krombacher. En France, l'enquête continue. Le magistrat convoque le beau-père de Kalinka pour qu'il s'explique sur sa mort. En vain. Le docteur Krombacher ne répondra jamais à la justice française, qui le condamne en 1995, en son absence, à 15 ans de prison pour coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une peine que Dieter Krombacher ne purgera que s'il vient de son plein gré en France, car l'Allemagne refuse de l'extrader. Le bon docteur peut donc dormir tranquille. 2 ans plus tard, coup de théâtre. En février 1997, Dieter Krombacher est accusé d'avoir violé l'une de ses patientes alors qu'elle était sous anesthésie, une jeune fille de 16 ans, Laura. Et quand je me suis réveillée, il était sur moi, tout nu. D'abord, c'était un tel choc. J'étais sans voix. Je ne comprenais rien. Et puis j'ai essayé de bouger, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. C'était l'effet de la piqûre. J'étais complètement paralysée. Cette fois-ci, l'examen gynécologique confond le docteur Krombacher. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis, assorti d'une interdiction d'exercer la médecine. Il n'y a pas eu de violence de la part du docteur Krombacher. La jeune fille était sonnée par les médicaments. C'est comme une personne qui serait sous l'emprise de l'alcool et dont on abuserait sexuellement. Ça, en Allemagne, ce n'est pas considéré comme un viol, mais comme un abus sur une personne en état de faiblesse. Une situation que Dieter Krombacher commente avec désinvolture quelques jours plus tard lors d'une interview surréaliste où il parle de Laura, sa jeune victime. Elle a toujours dit oui. Je l'ai embrassée, elle m'a embrassé. Alors je lui ai dit, tu veux aller plus loin? Et elle m'a souri. Comme dit le proverbe, qui ne dit mot consent. Je dis pas qu'elle était folle de joie que je fasse ça, mais en tout cas, moi, j'imaginais qu'elle était consentante. L'interview fait grand bruit. 2 autres jeunes femmes se manifestent alors. 2 sœurs que le docteur Krombacher a pris sous son aile en 1985 alors que leur mère était malade. Jana et Svenja avaient alors 14 et 16 ans. Elles aussi racontent de bien sombres histoires au sujet du docteur Krombacher. Il m'a pour ainsi dire forcé d'accepter cette injection. J'étais assise sur le lit, j'ai tendu le bras, il m'a fait l'injection et tout d'un coup, je suis partie dans les vapes. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a fait quelque chose avec moi et je ne veux pas le savoir. Si je le savais, je crois que je m'effondrerais complètement et ça, je ne le veux pas. Svenja reçoit également une injection, mais elle se réveille en pleine nuit.
Il était en train de frotter son sexe contre moi et il faisait aussi d'autres trucs avec moi qui n'étaient pas très agréables. Moi, j'ai fait la morte. Ou en tout cas, comme si je dormais. J'en ai parlé à personne. J'ai tout gardé pour moi. Quand Jana Esvenia décide de porter plainte, 12 ans plus tard, les faits sont prescrits. Mais il y a toujours ce même mode opératoire. La piqûre, le brouillard et le docteur Krombacher qui abuse de jeunes femmes. Exactement ce que Kalinka aurait subi avant de mourir. C'est en tout cas la thèse que défend son père depuis des années. Ce que moi, prétendument, je pouvais radoter, s'avérait maintenant comme étant une réalité. Une réalité contre laquelle André Bamberski ne peut rien faire tant que Dieter Krombacher reste en Allemagne. Mais le 18 octobre 2009, tout change. C'est un appel anonyme qui a prévenu les policiers. Le médecin allemand a été retrouvé dimanche dernier dans cette rue du centre de Mulhouse, à 2 pas du tribunal, ligoté et blessé à la tête. Le docteur Krombacher est transporté à l'hôpital. C'est là qu'il explique aux policiers qu'il a été enlevé la veille, devant chez lui. 2 hommes cagoulés l'ont tabassé et emmené de force. Pour lui, aucun doute, le commanditaire de cette opération, c'est André Bamberski. Les premiers éléments nous montrent qu'il est à tout près de Toulouse, à son domicile, la veille et au moment où on commence nos recherches, c'est-à-dire le 18 au matin. Donc pour nous, il ne pouvait pas être sur les faits. Le père de Kalinka n'a donc pas pu participer à ce rapt. Mais la téléphonie révèle qu'étrangement, il se trouve désormais à Mulhouse. André Bamberski est interpellé et placé en garde à vue. Il nous coupe la parole parce qu'il veut absolument nous expliquer pourquoi le docteur Krombacher est là et qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Il explique aux policiers les raisons de sa présence à Mulhouse. Bamberski a reçu un curieux appel anonyme lui annonçant que le docteur Krombacher était en France. Et bien sûr, il a accouru aussitôt. Mais il n'a rien à voir avec cet enlèvement. Une version mise à mal en quelques heures. L'un des ravisseurs n'est autre que le beau-frère d'un proche d'André Bamberski. Plus troublant encore, dans la chambre d'hôtel du père de Kalinka, les policiers retrouvent 19 000 € en liquide. On montre cette somme d'argent à André Bamberski, qu'il a un petit sourire et qui baisse la tête et qui dit « j'aurais préféré que vous ne le voyiez pas ». André Bamberski s'incline. Il est mis en examen pour enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs. Il reste libre, mais sous contrôle judiciaire. J'ai compris dans quel guêpier je m'étais fourré. Et je dirais que de ma part, c'était plus que de l'inconscience. Je pense que c'était de l'imprudence. À demi-mot, André Bamberski reconnaît qu'il a transgressé la loi, tout en restant persuadé qu'il avait une bonne raison de le faire, rendre justice à sa fille Kalinka. Jackie Coulon, vous avez été juge d'instruction et avocat général. Quelle est la peine encourue pour un tel délit ? Le simple enlèvement suivi de séquestration avec une libération volontaire dans les 7 jours qui suivent l'enlèvement est un délit puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement. Quand on est dans le cas d'un père qui va faire enlever celui qu'il considère être l'assassin de sa fille, est-ce que le juge d'instruction tient compte de la souffrance de ce père? Le mobile qui est pris en compte n'a d'effet que par rapport à la peine qui est prononcée et non sur le fait que l'infraction soit constituée. Le juge d'instruction, lui, il se contente d'établir des faits et lui, autant il établit les circonstances atténuantes, autant il n'en tire pas les conséquences. Les conséquences en sont tirées par la juridiction de jugement. André Bamberski a donc enfreint la loi. Malgré tout, cet enlèvement met un coup de pied dans la fourmilière. Dieter Krombacher est maintenant en France. 28 ans après la mort de Kalinka, l'enquête reprend. Pour étayer les accusations contre le docteur Krombacher, les victimes allemandes sont convoquées. Parmi elles, Jana et Svenja. Les 2 sœurs évoquent alors une nouvelle jeune fille, une certaine
Isabelle. Elle avait 16 ans lorsqu'elle est devenue la maîtresse du docteur. Quand il se voyait le soir ou la nuit, ça se passait comme ça. Il la faisait venir chez lui, mais avant ça, il avait donné un somnifère à sa femme, Madame Gonin. Et donc elle dormait à l'étage. Elle ne voyait rien, alors qu'en bas, au rez-de-chaussée, il couchait avec Isabelle. Les gendarmes convoquent Isabelle, qui confirme. Si Dieter Krombach a été capable de droguer sa femme pour assouvir ses fantasmes, il a aussi pu droguer sa belle-fille pour abuser d'elle. Krombach a drogué Kalinka, il a profité de l'endormissement de Kalinka pour commencer à se livrer à des actes sur elle. Malheureusement, il a dû constater que Kalinka était décédée, et là il a paniqué et il a mis en place un simulacre de réanimation de Kalinka pour justifier du décès. Un scénario impossible à corroborer, d'autant que Dieter Krombach nie en bloc. La juge ordonne alors une ultime expertise. En 2010, grâce au progrès de la science, les causes de la mort de Kalinka se profilent enfin. Les prélèvements ont mis en évidence des traces de psychotropes, des substances qui, en cas de viol, peuvent engendrer spasmes et vomissements. Autrement dit, le docteur Krombach aurait bien administré une drogue à Kalinka pour tenter d'abuser d'elle. Dieter Krombach doit comparaître devant la cour d'assises de Paris. Dès le premier jour, il arrive en ambulance et ses avocats comptent bien faire en sorte que ce procès n'ait pas lieu. Maître Yves Lévano, vous essayez de faire renvoyer le procès avec quels arguments? Nous considérons qu'en Allemagne, il a fait l'objet d'un non-lieu et que par voie de conséquence, si un procès doit être ouvert, c'est exclusivement en Allemagne, selon les règles du droit allemand, avec des nouveaux moyens de preuve ou des faits nouveaux. Sur la façon dont Dieter Krombach est arrivé en France, est arrivé devant la justice française, là aussi, il y a des choses à dire. Bah oui, évidemment, il y a des choses à dire. Est-ce qu'on doit légitimer la possibilité de commettre un enlèvement international? Bon, évidemment, la réponse, pour moi, c'est non. C'est-à-dire qu'il y avait des moyens à utiliser en France, il y avait des moyens à utiliser en Allemagne, des moyens parfaitement légaux que M. Bamberski avait commencé à mettre en œuvre, et puis devant leur inefficacité, ou plutôt, à mon avis, devant le temps que ça prendrait, il a décidé de procéder autrement. Maître de Caunes, la défense est bien décidée à faire renvoyer le procès. Qu'en pensez-vous? Alors, il y avait deux axes de défense procédurale. Monsieur Krombach a déjà été jugé en Allemagne pour des faits identiques. Il a été mis hors de cause, donc on ne peut pas le juger deux fois. Tout ceci ne résistait pas à l'examen car il n'avait pas été jugé. Ensuite, l'exception d'arrestation illégale découlant du fait qu'il aurait été amené sur le sol français contre sa volonté. La justice n'avait pas à tenir compte des conditions dans lesquelles monsieur Krombach s'est retrouvé sur le territoire français. C'est la partie civile qui l'emporte. La demande de renvoi est rejetée. Dieter Krombach doit non seulement affronter la justice, mais aussi le père de Kalinka. On a ce face-à-face entre deux hommes d'une puissance. Un monsieur Krombach qui a été, je pense, toute sa vie dans la surpuissance, c'est-à-dire qui dominait les autres, qui les manipulait, etc. Et un monsieur Bamberski qui, lui, était d'une rectitude si ennuyeuse que sa femme l'a quitté, d'ailleurs, mais qui n'allait pas lâcher non plus. Le face-à-face est tendu, à tel point que la deuxième semaine, Dieter Krombach fait un malaise cardiaque. Le procès est donc reporté.
L'audience reprend 6 mois plus tard, dans une ambiance tout aussi lourde. Maître Lévano, lorsque le procès reprend, quels arguments mettez-vous en avant pour démontrer l'innocence de votre client? Il y a, à mon avis, plusieurs arguments qui militent en faveur de l'innocence de Dieter Krombacher à ce moment-là. C'est que les expertises ont dit tout et n'importe quoi. Vous avez 10 expertises et 10 expertises qui disent 10 choses différentes. Alors, finalement, pourquoi ne pas retenir la thèse de l'innocence? Si les experts se contredisent, les victimes allemandes du docteur Krombacher, elles, sont unanimes. Elles disent des choses très semblables. Dans le modus operandi, d'abord l'autorité du médecin, ensuite cette autorité se mélange avec de l'affectif, il aide, il prend en charge, il se propose, il enveloppe, il isole ses proies et là il passe à l'acte. De façon très étudiée avec l'usage de drogue. Donc ça, on le retrouve chez plusieurs victimes. C'était des témoignages qui étaient très intéressants dans la mesure où ils nous permettaient de comprendre ce qui avait pu se passer avec Kalinka. Dieter Krombacher, comment est-ce qu'il réagit, lui, à ces déclarations? Alors, il disait alternativement qu'elles étaient folles ou que c'était elles qu'il avait cherchées et qui étaient les allumeuses et qu'il ne leur avait fait rien d'autre que ce qu'elles avaient demandé. Une attitude qui ne joue pas en sa faveur. Après 16 jours d'audience, Dieter Krombacher est reconnu coupable de la mort de Kalinka. À 76 ans, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Ma première pensée pour Kalinka, ce que je lui avais promis et ce que j'ai mené comme démarche ont abouti à ce que je désirais, c'est-à-dire qu'il y ait un procès complet. Une peine confirmée en appel en novembre 2012. Sauf décision nouvelle du juge d'application des peines, il ne sera libérable qu'à partir de septembre 2020. Aujourd'hui encore, le nom de Dieter Krombacher continue de faire la une des journaux. Le docteur crie toujours son innocence et compte bien sortir de prison au plus vite. Dès la fin de son procès en appel, Dieter Krombacher s'est pourvu en cassation. Maître Yves Lévano, sur quels éléments allez-vous rédiger ce pourvoi? J'espère toujours que la Cour de cassation saisira la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir si, véritablement, la Cour d'assises pouvait ou ne pouvait pas le juger. Le 2 avril 2014, la plus haute juridiction française rend son avis. Qu'en est-il? Le pourvoi est rejeté dans tous ses moyens. Vous allez déposer 2 autres requêtes. Quel en est l'objet? Ces 2 requêtes avaient pour objet, d'une part, d'obtenir le relèvement de la période de sûreté, pour obtenir, d'autre part, dans un second temps, une libération conditionnelle. Pour ça, vous avez un bon client, quelqu'un qui respecte toutes les règles. Alors non, nous avons malheureusement un très mauvais client parce qu'il est étranger. Un très mauvais client parce que les juges considèrent que le risque de fuite est extrêmement important et que si, une fois libéré, M. Dieter Krombacher passait à nouveau la frontière, il ne serait jamais remis aux autorités françaises. Parallèlement à ces requêtes, Dieter Krombacher dépose un recours en grâce présidentielle et saisit la Cour européenne des droits de l'homme. Des démarches longues et fastidieuses. Pour André Bamberski, le soulagement est de courte durée. Le père de Kalinka doit en effet répondre de l'enlèvement du médecin allemand. Il encourt 5 ans de prison. Son procès débute le 22 mai 2014 devant le tribunal correctionnel de Mulhouse. Monsieur Bamberski, lorsque vous vous retrouvez à votre tour sur le banc des prévenus, c'est une position que vous acceptez? En fait, je n'ai rien monté du tout, si vous voulez. Moi, j'ai fait savoir autour de moi, en Autriche, disons à Bregenz, et un petit peu dans la région de Bregenz, que ma seule solution, c'était que M. Krombacher soit transporté en France. Le jour de l'enlèvement, je n'ai appris qu'il y avait eu un enlèvement qu'à 3h20 du matin, alors que Krombacher était déjà à Mulhouse.
Voyez-vous, donc ça s'est fait d'une manière tout à fait hasardeuse et je dirais chanceuse pour moi. Près de 10 ans après l'enlèvement du docteur Krombaar, André Bamberski continue de minimiser son implication et se défend de toute idée de vengeance. André Bamberski est très respectueux de la justice. Devant la justice, il dit des choses exactes, même si quelquefois elles paraissent incongrues. En même temps, il sait que la justice doit être sévère avec ceux qui vont au-delà de ce que la loi permet. Moi, je suis beaucoup plus optimiste que lui. Et je pense qu'il y a une place pour la relaxe. Un père qui fait l'impossible pour faire juger l'assassin de sa fille, alors que la justice de son pays n'en est pas capable, ce père-là ne doit pas être condamné. Il y a un impératif moral qui domine tous les autres. Et quelque part, il a décidé de se faire justice lui-même. Non, non. Il n'a exercé ni la vengeance, ni la justice. Il a permis à la justice de faire son travail. Et il a empêché la justice, effectivement, de sombrer dans le déni. André Bamberski est condamné à 1 an de prison avec sursis. C'est une décision qui vous paraît juste? Non. Non, moi je pense qu'on aurait dû déclarer non coupable. Mais il n'a pas voulu faire appel. Parce qu'il respecte et qu'il craint la justice. Ça, c'est le volet pénal, mais votre client est également condamné au civil. Oui. Monsieur Krombaar, ayant été secoué pendant son enlèvement, demande des dommages et intérêts. Monsieur Bamberski, un montant va être fixé. Oui. Est-ce que vous paierez? Tout dépend du montant. Actuellement, Monsieur Krombaar me doit, lui, 260 000 € de dommages et intérêts, de préjudice, etc. Évidemment, je n'ai rien touché parce que, là aussi, fallacieusement, M. Krombaar a depuis longtemps, depuis 30 ans, organisé son insolvabilité. Donc, si je suis condamné à moins de 260 000 € pour l'ensemble, je ferai valoir la compensation. Pendant qu'André Bamberski affronte la justice, les revers s'accumulent du côté du docteur Krombaar. En 2015, la requête en relèvement de la période de sûreté et la demande de libération conditionnelle déposée par le docteur allemand sont rejetées. Mais Dieter Krombaar ne désarme pas et lance alors une nouvelle procédure pour sortir de prison. C'est une requête en suspension de peine pour raison médicale parce que nous estimons que ses conditions de détention ne sont plus compatibles avec son état de santé. Il va être examiné par des experts. Et quel est leur avis? Alors, il est examiné par un premier expert qui conclut que son état de santé n'est effectivement pas compatible avec sa détention. C'est donc le tribunal d'application des peines qui va trancher. Le TAP, avant de trancher, va quand même envisager une deuxième expertise collégiale. Va donc adjoindre un médecin expert au premier médecin expert qui va rendre exactement la même décision en estimant que le pronostic vital est engagé et que les conditions de la suspension de peine semblent réunies. Le TAP ordonne donc que la peine soit suspendue. Et alors qu'est-ce qu'on fait de lui? Ce dossier va être dévolu à la Chambre à Paris de l'application des peines de la Cour d'appel qui va statuer dans un délai extrêmement long après avoir commis 3 autres experts qui, eux, vont conclure que, bon, finalement, il reçoit en détention les soins appropriés à sa pathologie. Il restera donc plusieurs mois à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Début 2018, les derniers espoirs pour Dieter Krombaar de recouvrer la liberté sont réduits à néant. Ses ultimes recours, la grâce présidentielle et la requête devant la Cour européenne des droits de l'homme, sont toutes les deux rejetées. Dieter Krombaar a aujourd'hui 83 ans. Quelles sont ses perspectives d'avenir? Dieter Krombaar reste détenu en cours d'exécution de peine dans des conditions toujours extrêmement compliquées, avec un état de santé très très dégradé. Ce que monsieur Dieter Krombaar souhaite, c'est ne pas mourir entre les murs. Je crois que c'est le seul avenir qu'on peut espérer pour lui.
Après plusieurs décennies de combat pour rendre justice à sa fille, André Bamberski peut enfin poser les armes. Si j'ai fait tout ce que j'ai fait pendant aussi longtemps, maintenant ça fait 36 ans, c'est parce que j'ai voulu que justice soit faite pour Kalinka. Aujourd'hui, Kalinka repose en paix? Oui, oui. Pour moi, elle repose en paix, oui. Mais elle est toujours présente dans mon esprit. Et vous, vous êtes en paix? Pas tout à fait encore. Pas tout à fait. Comme une revanche, en mars 2016, l'affaire Bamberski est portée à l'écran. Daniel Auteuil incarne le père de Kalinka dans le film « Au nom de ma fille », adapté du second livre d'André Bamberski. En 2014, un autre homme comparaissait à l'autre bout de la France pour avoir voulu se faire justice lui-même. Jean Bastouille a lui aussi perdu sa fille dans des circonstances suspectes. Et lui aussi soupçonnait un médecin de l'avoir tuée. Jean Bastouille ne s'est pas contenté de livrer à la police celui qu'il pensait être l'assassin de sa fille. Il est allé beaucoup plus loin. C'était en 2010, à Rivesaltes, près de Perpignan. Il est environ 7h30, 7h45. Jean Bastouille sort de chez lui, prend son sac de chasse, met une cagoule et se dirige vers la maison d'en face, qui est la maison de son gendre. Lui est en train de prendre le petit déjeuner sur la terrasse et Jean Bastouille là-bas. Sous les yeux de sa compagne qui, elle, est dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Quand il a été arrêté, il a refusé de s'expliquer, il a gardé le silence. J'ai eu l'occasion, moi, de le croiser à la sortie de sa garde à vue dans un couloir du tribunal où il attendait pour entrer en audience chez le juge des libertés et de la détention. Et c'est là qu'il me révèle en fait le motif de son crime en me disant « J'ai tué le monstre, le rapace qui a tué ma fille ». Sa fille, c'est Anne-Marie, l'épouse du docteur Mesmer. Le 15 août 2008, 2 ans auparavant, cette femme de 56 ans est morte, officiellement des suites d'une rupture d'anévrisme. Maître Nicolo, Jean Bastouille, votre client, ne croit pas que la mort de sa fille soit due à une rupture d'anévrisme. Quelle est son hypothèse? Jean Bastouille est convaincu, totalement convaincu, que sa fille Anne-Marie a été tuée par le docteur Mesmer. D'abord, lorsque sa fille meurt, il est surpris de voir que le docteur Mesmer ne veut absolument pas que quiconque l'approche, rentre dans la chambre, voit donc le cadavre d'Anne-Marie. Et puis ensuite, il va y avoir effectivement des découvertes. C'est-à-dire qu'on saura que le docteur Mesmer, qui était médecin, anesthésiste, réanimateur, n'a rien tenté pour sauver sa femme, qu'il lui a fait au contraire une perfusion avec laquelle il lui a passé un produit qu'on ne retrouvera jamais. Mais j'imagine qu'un médecin légiste est intervenu pour constater la mort? Alors non, le docteur Mesmer a fait venir de l'hôpital de Perpignan un de ses subordonnés qui a rédigé le certificat de décès et il a mentionné qu'Anne-Marie Mesmer était décédée d'un AVC. Or, il est impossible de savoir si quelqu'un est décédé d'un AVC sans que l'on fasse une IRM et des études approfondies du cadavre, ce qui n'a jamais été fait, bien entendu. Jean Bastouille ne peut pas approcher la dépouille de sa fille. Quelques heures plus tard, le corps d'Anne-Marie est incinéré, ce qui rend toute expertise impossible. Au fil des semaines, les doutes de la famille Bastouille grandissent. Des rumeurs circulent à l'hôpital où exerçait Jean Mesmer parce que il était venu récupérer un produit très puissant, un anesthésiant, dans l'intention, disait-il, de tuer son chien. Il se trouve que personne n'a jamais prouvé qu'il avait un chien à cette époque. Comment allait ce couple avant le décès d'Anne-Marie? Les gens disent que le couple allait mal,
que elle qui était propriétaire de tous les biens, c'est quand même ça qui est important, et notamment de cette maison dans laquelle il avait fait énormément de travaux, lui, et qu'elle avait l'intention de divorcer. Alors après, on parle de rendez-vous chez l'avocat qui n'ont jamais été prouvés quand même. Des rumeurs et un coup de grâce pour les Bastouille. Très vite, leur gendre, le docteur Mesmer, installe une nouvelle femme dans la maison, Karine. Et là, alors qu'il habite juste en face, Jean Bastouille est catastrophé. Parce que cette femme, dont il ignorait jusque-là l'existence et dont il ne savait pas qu'elle était la maîtresse de Mesmer, va utiliser la voiture d'Anne-Marie, les vêtements d'Anne-Marie, le téléphone d'Anne-Marie. Il a régulièrement des chocs émotionnels intenses. Bien sûr, du côté des proches du docteur Mesmer, la vérité est tout autre. Maître Halimi, votre cliente, quand emménage-t-elle chez Jean-Charles Mesmer? Se sont écoulés très exactement 1 an ou 1 an et demi, pendant lesquels M. Mesmer a rencontré ou a fréquenté à l'extérieur Karine, sans qu'elle eût emménagé dans la maison de Mesmer. Donc vous dites que Karine n'a pas emménagé 3 semaines après chez... C'est faux. Nous avons fait la preuve du contraire. Qu'elle ne portait pas les vêtements d'Anne-Marie, qu'elle ne conduisait pas sa voiture. Nous avons fait la preuve du contraire. Qu'en est-il de cette histoire de médicaments que le docteur Mesmer se serait procuré juste avant la mort de sa femme? Le 15 août, Anne-Marie fait un malaise, semble-t-il, d'après l'enquête strictement gastrique. Monsieur Mesmer imagine, dans le cadre d'un protocole de soins dont il est seul maître, de lui faire une perfusion, et une perfusion, semble-t-il, de Primpéran, ou semble-t-il d'un autre produit. On n'en sait rien, reste un grand point d'interrogation. Il ne s'est pas expliqué sur ces faits, puisque par définition, quand ces faits ont été portés à la connaissance des enquêteurs, on n'avait plus Mesmer sous la main, on n'avait plus les produits sous la main, il ne restait que la rumeur, voilà. La famille Bastouille explique qu'elle n'a pas eu accès au corps d'Anne-Marie quelques heures après le décès, qu'on a très vite, on s'est empressé de sceller le cercueil. La mise en bière a été réalisée par des professionnels. On a procédé à l'inhumation ou à la crémation le lendemain ou le surlendemain. Il appartenait, si des doutes étaient apparus à M. Bastouille ou à Mme Bastouille ou à n'importe qui, de saisir immédiatement le procureur pour demander une autopsie ou pour demander qu'une enquête ou des investigations soient menées. Ça n'a pas été fait. Contrairement à André Bamberski, Jean Bastouille n'a jamais fait part de ses doutes à la justice. Il n'a même jamais poussé la porte d'un commissariat pour porter plainte. Durant 2 ans, il a laissé la colère l'envahir jusqu'à commettre l'irréparable. Derrière les barreaux, l'homme de 83 ans se laisse mourir de faim. Son état de santé se dégrade. Après 11 mois de détention, le juge ordonne sa remise en liberté sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence. À la recherche de la vérité, sa femme Marie-Thérèse passe à l'offensive. Maître Nicolo, pourquoi Marie-Thérèse Bastouille décide-t-elle de porter plainte? Quand Jean Bastouille est arrêté, il dit « Je ne regrette rien, j'ai tué ce rapace qui avait tué ma fille ». Donc à partir de là, on sait que le mobile du crime, c'est l'assassinat par le docteur Mesmer de sa femme, d'Anne-Marie Bastouille. Et donc, il faut que nous établissions que le docteur Mesmer a pu tuer donc sa femme. Madame Bastouille dépose plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction pour que l'on recherche les causes de la mort d'Anne-Marie Bastouille. Difficulté, le corps n'est plus là, on n'a plus donc la possibilité de faire des analyses ou des recherches scientifiques, mais la police judiciaire fait une enquête très fouillée. Que permet d'établir cette enquête? L'inspecteur qui a fait cette enquête conclut en disant qu'il constate de nombreuses anomalies, de nombreuses incohérences dans les circonstances du décès donc d'Anne-Marie Mesmer. Des anomalies, des incohérences, mais aucune preuve. En février 2012, l'enquête sur la mort d'Anne-Marie Mesmer conclut à un non-lieu en l'absence de corps et d'auteur. Pour l'assassinat de Jean-Charles Mesmer,
Jean Bastouille est renvoyé devant la cour d'assises. À 85 ans, il est à l'époque le plus vieil accusé de France. Son procès, surnommé le procès de la vengeance, s'ouvre à Perpignan. C'est une ambiance un peu particulière parce qu'on a très vite le sentiment qu'en fait la victime, Dr Mesmer, apparaît plutôt comme un personnage assez antipathique, très froid, sans personne qui vient vraiment dire qu'ils avaient des liens d'amitié ou quoi que ce soit. Il y a peu de témoins. Il y a quand même ces enfants qui sont là pour honorer sa mémoire. Et en face, on a un gars d'ici, un vieux papy de la terre qui travaille les vignes, qui joue de la trompette à l'harmonie municipale. Il y a l'association de corps de chasse qui est hyper connue, et donc il y a tout un village qui est là, mais finalement derrière lui, derrière l'accusé. Donc on a un peu tendance à penser que les rôles s'inversent, et très rapidement finalement c'est le procès du docteur Mesmer, quoi, et pas le procès de Jean Bastouille du tout. On a déterré le cadavre de Mesmer et on lui a craché dessus. Voilà. Et on a dit, vous n'avez qu'à nous apporter des témoins qui nous diraient du bien de Mesmer. Mais j'avais jamais entendu qu'on eût demandé dans un prétoire qu'on appelât des gens pour dire du bien d'une victime. Ça, j'avais jamais entendu, mais bon. La défense n'en a pas fini. Elle fait citer le directeur d'enquête sur la mort d'Anne-Marie. Face à la cour, le policier ne mâche pas ses mots. Il explique très clairement à la barre qu'il a des doutes et que si l'enquête n'a pas pu amener des éléments probants, en tout cas elle a amené des éléments extrêmement troublants. Des éléments troublants, mais toujours pas de preuves. La cour ne tarde pas à recentrer les débats. L'accusé de ce procès, ce n'est pas le docteur Mesmer, mais c'est bien Jean Bastouille. Après 5 jours d'audience, le procureur réclame une peine entre 5 et 10 ans d'emprisonnement. Le 12 décembre 2014, Jean Bastouille est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Et là, il y a une scène absolument surréaliste où il se lève dans le box et il s'adresse à sa femme, il s'excuse, il hurle. Donnez-moi une arme! Donnez-moi une arme! Il faut que je parte! Donnez-moi une arme! Il essaie de saisir du pistolet du policier de l'escorte pour mettre fin à ses jours, pour se suicider. Et par chance, il le maîtrise assez rapidement, mais cette scène est absolument terrible. 10 ans de réclusion criminelle pour un homme qui avait à cette époque-là 86 ans, qui n'avait jamais été condamné, qui avait un mobile qui était tout à fait compréhensible. C'était une peine démesurée qui devait conduire Bastouille à mourir en prison. Il fallait que justice soit dite, c'est que au-delà des sentiments et des passions, il faut qu'à un moment donné, on applique le droit. Sinon, si on n'applique pas le droit, on n'applique que les réactions, les émotions, et à ce moment-là, il n'y a plus de justice. La société a jugé, il a assassiné, il part en prison, c'est là où est sa place, en prison. Jean Bastouille fait immédiatement appel de cette décision. Après 3 mois de détention, il est remis en liberté pour raison de santé. Un nouveau procès est prévu en appel. Il n'aura jamais lieu. Le 11 janvier 2017, Jean Bastouille meurt à 89 ans des suites d'un cancer. L'action judiciaire s'éteint avec lui. André Bamberski, Jean Bastouille, 2 hommes qui ont décidé de s'affranchir de la loi pour rendre justice à des êtres chers. 2 pères qui, contrairement aux règles de droit, ont décidé de se faire justice eux-mêmes, quitte à en payer le prix fort.